J'avais 32 ans, et pour la première fois de toute ma vie, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. La soirée texane était parfaitement chaude, s'installant sur notre nouvelle maison à Austin comme une couverture douce. Derek et moi venions d'acheter cette vaste propriété en banlieue, avec une cour arrière immense et un patio assez grand pour accueillir une petite armée. Des guirlandes lumineuses brillaient au-dessus de nous dans les arbres, projetant une lumière dorée et chaleureuse sur les quelques 50 invités qui se mêlaient sur la pelouse. L'odeur du barbecue du traiteur flottait dans l'air, se mélangeant au son d'une musique douce et de rires légers. C'étaient mes amis, mes collègues, les personnes qui m'avaient soutenu pendant que je construisais ma jeune entreprise technologique à partir de absolument rien. Je me tenais près du bord du patio, un verre d'eau pétillante à la main, me contentant de les regarder. C'était mon anniversaire, mais cette fête semblait être quelque chose de bien plus grand que le simple fait de vieillir d'1 an. Cela ressemblait à un tour d'honneur. Pendant 8 années épuisantes, ma vie n'avait été qu'un flou de travail interminable et de stress écrasant. J'avais manqué ma propre lune de miel à cause d'une présentation cruciale pour des investisseurs que je ne pouvais tout simplement pas reprogrammer. J'ai passé ma vingtaine à travailler 80 heures par semaine, à manger des nouilles bon marché à 2 heures du matin tout en fixant des lignes de code jusqu'à ce que ma vue se brouille. J'avais sacrifié le sommeil, les amitiés et ma propre santé mentale pour faire décoller cette entreprise. Il y a eu des nuits où je restais éveillé sur un matelas bon marché posé sur le sol, sincèrement terrifié à l'idée de tout perdre. Mais je n'ai pas perdu. J'ai lutté. J'ai survécu. Et j'ai construit une entreprise de plusieurs millions de dollars de mes propres mains. Derek s'est approché de moi et a passé son bras autour de ma taille, me tirant contre lui. Il m'a tendu une lourde boîte faite sur mesure, enveloppée dans un papier sombre et élégant. Je l'ai ouverte lentement, en sortant un magnifique trophée en cristal aux lignes épurées. Sur le verre étaient gravés les mots « Visionnaire de l'année ». C'était un cadeau personnel de sa part, une reconnaissance tangible de chaque larme et de chaque goutte de sueur que j'avais versée pour mes rêves. J'ai passé mes doigts sur les lettres gravées, une boule se formant dans ma gorge. Ce morceau de cristal était la preuve que j'avais réussi, que j'étais indépendante, et que je n'aurais plus jamais à dépendre de personne d'autre. J'ai levé les yeux vers Derek, prête à le remercier d'avoir été mon ancre pendant les pires moments. Mais avant que je ne puisse parler, j'ai entendu le claquement lourd et agressif d'une portière de voiture venant de l'allée avant. Je me suis figé, un œuf familier et froid se resserrant au creux de mon estomac. Je n'avais pas besoin de voir de qui il s'agissait. Je le savais déjà. La paix dont je profitais quelques secondes auparavant s'est évaporée dans les airs. J'ai regardé le portail latéral s'ouvrir, l'effroi m'envahissant. Mon frère était arrivé. Oh super, le nuage noir est arrivé. Je peux déjà sentir l'arrogance pure irradier à travers l'écran. Pourquoi ai-je le sentiment que ce type est sur le point de tout gâcher? Cameron avait 28 ans, mais il se comportait toujours comme un adolescent rancunier et incompris. Il a marché sur la pelouse immaculée en portant un jean délavé qui semblait ne pas avoir été lavé depuis des semaines et un t-shirt de groupe vintage taché. Dans une main, il serrait un pack de 6 bières bon marché, et dans l'autre, il jouait distraitement avec un amas emmêlé de câbles de guitare de rechange, les enroulant fermement autour de ses jointures. Il détonnait complètement parmi les professionnels bien habillés dans ma cour arrière. Il n'a pris la peine de dire bonjour à personne, ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire, et ne s'est certainement pas excusé d'avoir 3 heures de retard. Au lieu de cela, il a marché directement vers le bar ouvert haut de gamme que nous avions loué, a laissé tomber sa bière bon marché par terre et a exigé que le barman lui verse le whisky le plus cher disponible. J'ai pris une grande inspiration, j'ai affiché un faux sourire sur mon visage et je me suis approché de lui, espérant désamorcer la tension avant même qu'elle ne commence. J'ai sorti une enveloppe scellée de ma poche, quelque chose que j'avais préparé plus tôt dans un moment de culpabilité mal placé. À l'intérieur se trouvait un chèque de $2000. C'était censé être un cadeau final pour l'aider à réparer sa voiture peu fiable, une offre de paix pour garder la dynamique familiale stable pour juste une nuit. Je lui ai tendu l'enveloppe doucement, en lui disant que c'était un petit quelque chose pour l'aider. Cameron a déchiré l'enveloppe, ses yeux scrutant les chiffres sur le chèque. Au lieu de dire merci, son visage s'est déformé en un rictus laid et méprisant. Il a laissé échapper un rire fort et moqueur qui a fait tourner la tête de plusieurs invités. Il a tenu le chèque en l'air, le secouant comme si c'était un déchet. « Est-ce une sorte de blague de mauvais goût pour toi ?» a-t-il demandé, sa voix beaucoup trop forte pour le cadre calme. « Je t'ai demandé $10 000 pour financer mon nouvel album, et tu me tends cette petite monnaie comme si j'étais un mendiant dans la rue. »
J'ai gardé la voix basse, le suppliant de se calmer, lui rappelant que nous étions à une fête. Il s'en fichait. Il a sorti un briquet en plastique bon marché de sa poche, l'a allumé et a tenu la flamme directement sur le bord de mon chèque de $2000. J'ai regardé avec une horreur absolue le papier prendre feu, se recroqueviller et se transformer en cendre noire juste au-dessus de la table des amuse-bouches du traiteur. Il a laissé tomber les restes brûlants sur un plateau en argent, me fixant droit dans les yeux avec un regard d'une haine pure. « Tu penses que ton sale argent d'entreprise te rend meilleur que moi ?» a-t-il crié, s'avançant agressivement dans mon espace personnel. Derek s'est précipité, s'interposant entre moi et Cameron, l'avertissant de reculer immédiatement. Mais Cameron était complètement hors de contrôle maintenant. Il s'est précipité devant Derek, sa main se projetant vers la table des cadeaux. Avant que quiconque ne puisse réagir, il a attrapé le lourd trophée en cristal que Derek venait de m'offrir. Avec un cri guttural, Cameron a levé la magnifique pièce de verre au-dessus de sa tête et l'a violemment fracassée sur le patio en pierre. Le fracas assourdissant du cristal se brisant a résonné à travers la cour arrière, arrêtant la musique et réduisant au silence chaque invité. Des éclats de verre ont explosé dans toutes les directions, scintillant comme de la glace brisée sur le sol. « Voilà ce que je pense de ta fausse vie de vendu », a rugi Cameron, la poitrine haletante. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles alors que je fixais le symbole ruiné de l'œuvre de ma vie. Soudain, mes parents, Gordon et Evelyn, ont fendu la foule stupéfaite. Ont-ils demandé si j'allais bien? Ont-ils réprimandé Cameron pour avoir détruit ma propriété et gâché mon anniversaire? Bien sûr que non. Ma mère a passé ses bras autour de Cameron, lui caressant le dos comme s'il était la victime. Mon père m'a lancé un regard déçu et a chuchoté que mon style de vie tapa accent grave-l'œil ne faisait que jeter ma réussite à la figure de mon frère. Il est juste submergé par tout cela, a dit mon père à la foule, trouvant des excuses pour la violente crise de colère d'un homme adulte. Je me tenais là, entouré par les morceaux brisés de mon trophée en cristal, réalisant une vérité terrifiante. Pour ma famille, mon succès était une arme et mes limites étaient une insulte. Êtes-vous vraiment fou? Il vient de détruire son magnifique trophée en cristal parce qu'elle lui a donné $2000 au lieu de 10 000. L'audace me sidère en ce moment. Que feriez-vous si votre propre frère ou sœur agissait comme un véritable psychopathe à votre fête d'anniversaire? Pour comprendre pourquoi mon frère se sentait en droit de détruire ma propriété, il faut comprendre la maison dans laquelle nous avons grandi. Il y avait toujours deux ensembles de règles complètement différents sous le toit de mes parents. Un ensemble de règles s'appliquait à Fiona, la bête de somme responsable, et un autre ensemble s'appliquait à Cameron, le garçon en or fragile. Je me souviens avoir 20 ans, assise au petit bureau bancal de ma chambre d'enfant, pleurant de pure frustration. C'était la semaine de mes examens finaux à l'université, et mon vieil ordinateur portable d'occasion venait de rendre l'âme complètement. J'avais désespérément besoin de $400 pour en acheter un reconditionné juste pour terminer mon semestre. J'ai ravalé ma fierté et je suis allé voir mes parents, leur demandant un prêt que j'ai promis de rembourser avec des intérêts. Mon père s'est assis dans son fauteuil inclinable confortable, m'a regardé dans les yeux et m'a dit que l'argent était tout simplement trop juste en ce moment. Il m'a fait une longue leçon sur la responsabilité financière et m'a dit que je devais me débrouiller seul. J'étais dévasté, mais je l'ai accepté. J'ai pris un 3e emploi à temps partiel comme serveuse dans un restaurant, travaillant de nuit jusqu'à ce que mes pieds saignent juste pour économiser ces $400. Exactement une semaine plus tard, une énorme boîte de livraison est arrivée à notre porte d'entrée. Mes parents avaient acheté à Cameron, âgé de 17 ans, une toute nouvelle guitare électrique haut de gamme qui coûtait $1500. Quand je les ai confrontés à ce sujet, ma mère m'a regardé comme si j'étais totalement déraisonnable. Il a un concert important qui approche, Fiona, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de condescendance. Tu dois soutenir l'esprit créatif de ton frère. Ce fut le moment exact où les œillères sont tombées de mes yeux. Mon éducation et mon avenir étaient considérés comme des dépenses optionnelles, mais les passe-temps éphémères de Cameron étaient traités comme des nécessités absolues. Cet incident a fondamentalement changé la personne que j'étais. Il m'a appris que ma survie était entièrement ma propre responsabilité et que personne ne viendrait jamais me sauver. J'ai arrêté de leur demander de l'aide ce jour-là. J'ai versé toute ma colère et mon ressentiment dans mes études et finalement dans la création de mon entreprise. Pendant que je travaillais d'arrache-pied, passant des nuits blanches et mangeant de la nourriture en conserve périmée, Cameron vivait un rêve. Il passait d'un groupe raté à un autre, ne gardant jamais un vrai travail pendant plus d'1 mois.
Il était toujours sur le point de percer, une percée qui nécessitait mystérieusement des quantités infinies d'argent pour être réalisée. Et parce que mes parents lui avaient appris que le monde lui devait de quoi vivre, il a naturellement supposé que mon compte bancaire n'était qu'une extension du sien. J'avais passé des années à essayer de gagner l'amour et le respect de mes parents en étant la fille parfaite et autosuffisante. Mais la vérité était que le fait d'être autosuffisante signifiait seulement qu'il était plus facile de m'ignorer. Ils n'avaient pas à s'inquiéter pour moi. Alors ils ont déversé chaque once de leur énergie émotionnelle et financière dans le fils qu'il exigeait bruyamment. Une guitare à $1500 pour lui alors qu'elle saigne littéralement des pieds en travaillant de nuit pour un ordinateur portable reconditionné. Le favoritisme flagrant est vraiment écœurant. Comment les parents dorment-ils la nuit en sachant qu'ils traitent leurs enfants de cette façon? Quand j'ai atteint le milieu de la vingtaine et que ma jeune entreprise a enfin commencé à générer de vrais profits, la dynamique est passée de mauvaise à insupportable. La soi-disant carrière musicale de Cameron s'était transformée d'un passe-temps d'enfance mignon en un énorme trou noir financier. Cela a commencé petit, comme toute mauvaise habitude. Il m'appelait, déployant son charme caractéristique, demandant $500 pour réparer un amplificateur grillé. Puis, quelques mois plus tard, il avait besoin de $1000 pour couvrir sa part du loyer parce que ses compagnons de groupe l'avaient soi-disant laissé tomber. J'ai cédé, me disant que j'étais une bonne sœur, que je l'aidais à rester à flot pendant qu'il poursuivait ses rêves. Mais les demandes ne se sont jamais arrêtées. Elles sont seulement devenues plus importantes et plus exigeantes. Il avait besoin d'argent pour l'assurance automobile, d'argent pour les frais de marketing, d'argent pour engager un photographe professionnel pour la pochette de son album. Mon point de rupture, ou ce qui aurait dû être mon point de rupture, s'est produit il y a environ 2 ans. Il m'a appelé dans une panique totale, affirmant qu'il faisait face à une expulsion et qu'il avait désespérément besoin de $2500 avant la fin de la journée. J'ai paniqué, j'ai puisé dans les fonds d'urgence de mon entreprise et je lui ai viré l'argent immédiatement. 3 jours plus tard, un de ses amis a publié une énorme série de photos sur Instagram. Il y avait Cameron au premier plan, faisant la fête dans une cabane pour invités de marque à Las Vegas, entouré de bouteilles vides de champagne cher. Il avait pris l'argent d'urgence pour le loyer et l'avait utilisé pour financer un week-end de débauche sauvage. Quand je l'ai confronté à ce sujet, sa réaction a été glaçante. Il ne s'est pas excusé et il n'a même pas essayé de mentir. Il m'a complètement manipulé, retournant la situation pour faire de moi la méchante. « Tu gagnes ce genre d'argent en une semaine, Fiona ?» a-t-il dit, sa voix dégoulinante de venin. Les gens qui réussissent ne devraient pas être aussi incroyablement avides avec leur richesse. Il croyait réellement que parce que je travaillais dur et que j'avais de l'argent, il avait un droit inhérent de le dépenser. Je me suis assise un soir et je me suis forcé à regarder les chiffres froids et concrets. J'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai surligné chaque transfert que je lui avais envoyé au cours des 4 dernières années. Le total général était de $18,500. $18,500 de mon sang, de ma sueur et de mes larmes versées directement dans le puissant fond de son sentiment d'ayant droit. Il n'avait pas produit une seule chanson professionnelle. Il n'avait pas joué un seul concert rémunéré depuis des années. Je finançais le style de vie d'un parasite paresseux et arrogant. Et pourtant, chaque fois que j'essayais de fermer mon portefeuille, je me heurtais à une résistance écrasante de la part des personnes qui étaient censées me protéger. Le plus difficile n'était pas de gérer l'avidité de Cameron. C'était de faire face à la complaisance toxique de mes parents. Gordon et Evelyn étaient les architectes silencieux de ce cauchemar. Chaque fois que je trouvais le courage de dire enfin non à Cameron, ce n'était jamais juste une conversation entre nous deux. Dans l'heure qui suivait, mon téléphone sonnait et c'était ma mère qui pleurait presque à l'autre bout du fil. Elle me disait à quel point Cameron était déprimé, comment mon refus d'aider détruisait sa confiance et déchirait la famille. Ensuite, mon père prenait le téléphone et me faisait ses sévères leçons sur le devoir familial et sur le fait que les liens du sang sont plus forts que tout. Ils utilisaient ma loyauté et mon désir d'avoir une famille normale comme des armes contre moi. Ils me faisaient me sentir comme un monstre absolu pour vouloir garder l'argent que j'avais gagné. Environ un mois avant ma désastreuse fête d'anniversaire, Derek m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Il m'a regardé avec une expression de profonde inquiétude et m'a dit une vérité que je fuyais depuis des années. « Fiona, tu finances ton propre bourreau », a-t-il dit doucement, en me tenant les mains. Il m'a dit que mes parents et mon frère ne me voyaient plus comme une personne. Ils ne me voyaient que comme une banque. Je me suis disputé avec lui au début, pleurant et les défendant parce que faire face à la réalité de leur exploitation était trop douloureux.
J'ai admis à Derek et à moi-même que je ne donnais pas d'argent à Cameron par amour ou par croyance en son talent. Je le payais pour acheter une paix temporaire. Je payais les frais d'extorsion pour empêcher ma mère de pleurer et mon père de me faire la morale. Je m'étais laissé devenir une otage dans ma propre famille. Debout sur mon patio, regardant les éclats brisés de mon trophée en cristal, j'ai réalisé que Derek avait eu tout à fait raison. L'illusion de notre famille heureuse était tout aussi brisée que le verre sur les pavés en pierre. Ils avaient laissé Cameron détruire ma propriété, m'insulter dans ma propre maison et gâcher un anniversaire important, tout en réconfortant l'agresseur. Quelque chose en moi s'est refermé d'un coup sec cette nuit-là, comme la lourde porte en acier d'un coffre-fort qui se verrouille. La culpabilité qui m'avait animé pendant toute ma vie d'adulte s'est simplement évaporée. J'en avais fini. Les invités ont quitté la fête rapidement. L'atmosphère était complètement empoisonnée par la violente explosion de mon frère. Il y a eu des au revoir précipités, des étreintes maladroites et des regards compatissants qui m'ont donné la chair de poule. À 23h30, l'immense cour arrière était entièrement vide, ne laissant derrière elle que le désordre. Derek n'a pas dit un mot alors qu'il a pris un balai et a commencé à balayer silencieusement les éclats scintillants du trophée en cristal. Je l'ai regardé pendant un moment, la poitrine serrée, avant de me retourner et de marcher silencieusement dans la maison. Je n'avais pas envie de pleurer, et je ne tremblais même plus de colère. Au lieu de cela, une clarté froide et calculatrice s'était installée dans tout mon cerveau. L'adrénaline s'était estompée, laissant derrière elle une détermination vive et concentrée. Je suis entré dans mon bureau à domicile, j'ai fermé la lourde porte en chêne derrière moi et je me suis assise à mon bureau dans l'obscurité. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran lumineux éclairant la pièce silencieuse. Je me suis connecté directement à mon portail bancaire sécurisé. Quelques mois auparavant, sous une immense pression de mes parents, j'avais ouvert un compte professionnel conjoint spécifiquement désigné pour le soi-disant temps de studio de Cameron. J'y avais déposé 12 000 $, destinés à payer les producteurs, les ingénieurs du son et le mixage des pistes. C'était censé être l'impulsion finale pour faire décoller sa carrière. J'ai cliqué sur les détails du compte, vérifiant que la totalité des 12 000 $ était toujours là, intacte. Mon doigt a plané au-dessus du pavé tactile pendant juste une seconde. J'ai pensé aux leçons de mon père sur le devoir familial et aux supplications larmoyantes de ma mère. Puis j'ai pensé à Cameron tenant un briquet sur mon chèque et criant que mon argent était sale. Sans la moindre once d'hésitation, j'ai exécuté le transfert. D'un simple clic, j'ai transféré la totalité du solde de 12 000 $ sur mon compte d'épargne privée et personnel. Le solde du compte conjoint est instantanément tombé à zéro absolu. C'était incroyablement valorisant, comme couper une lourde chaîne d'encre que je traînais autour de ma cheville depuis des années. Mais je n'avais pas terminé. Reprendre mon argent ne suffisait pas. Je devais démanteler la fausse réalité qu'il avait construite en utilisant ma réputation. 2 mois auparavant, j'avais demandé plusieurs faveurs importantes au réseau de mon entreprise pour mettre Cameron en contact avec un label indépendant respecté à Austin. J'avais utilisé ma propre influence d'entreprise pour garantir une réunion qui lui a finalement permis de décrocher un contrat pour produire une démo. J'ai ouvert ma messagerie électronique et j'ai rédigé un nouveau message au directeur de ce label, un homme que je respectais et avec qui je faisais des affaires. Le courriel était brutalement professionnel et totalement dépourvu d'émotion. Je lui ai écrit pour l'informer formellement que je retirais mon soutien personnel et mon soutien financier pour le projet à venir de Cameron. J'ai déclaré clairement qu'en raison de circonstances personnelles imprévues, mon frère n'était pas préparé à respecter les obligations professionnelles du contrat. J'ai cliqué sur envoyer à exactement minuit 45 du matin. Ce contrat était sa seule véritable bouée de sauvetage dans l'industrie, et je venais de couper les ponts de manière décisive. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis penché en arrière dans ma chaise en cuir et j'ai laissé échapper une longue et lente expiration. L'exécution était terminée. Oui, reprends chaque centime. Le soulagement absolu que j'ai ressenti en lisant cela, j'aurais vidé ce compte à la seconde où il a fracassé ce trophée sur le patio. Il ne mérite absolument rien. Je me suis réveillé le lendemain matin à 8 heures, ce qui était incroyablement rare pour moi. Habituellement, l'anxiété liée à la gestion de ma famille ou de mon entreprise me faisait sortir du lit à 6 heures. Mais ce matin, j'ai ressenti une étrange et profonde sensation de légèreté dans ma poitrine. Je suis sorti sur le patio, une tasse chaude de café noir entre les mains. La cour arrière était parfaitement propre, toutes les preuves du désastre de la nuit précédente balayées par Derek avant qu'il ne s'endorme.
J'ai regardé le soleil du matin filtrer à travers les arbres, profitant du silence absolu de ma propre maison. Je n'étais plus une victime et je n'étais plus un distributeur automatique. J'étais juste Fiona. La paix a duré exactement 30 minutes. À 8h30 pile, mon téléphone portable posé sur la table du patio a commencé à vibrer violemment. Il a bourdonné une fois, 2 fois, puis a explosé dans un rythme frénétique et continu. Je l'ai attrapé avec désinvolture et j'ai regardé l'écran de verrouillage. C'était un barrage de messages textes de Cameron affluant plus vite que je ne pouvais les lire. Espèce de sorcière psychopathe. Tu m'as volé mon argent, disait le premier texte. Puis un autre est apparu instantanément. Le label vient de m'envoyer un courriel. Ils m'ont laissé tomber. Tu as ruiné ma vie. Et un autre. Tu as intérêt à remettre cet argent tout de suite ou tu es morte pour moi. Tu m'entends? Morte. Je suis restée assise là à siroter mon café, lisant ces mots désespérés et furieux. Il n'y avait aucune mention de son comportement à la fête. Il n'y avait aucune excuse pour avoir détruit ma propriété ou m'avoir humilié devant mes pairs. Dans son esprit tordu, il était toujours la victime ultime, et j'étais la méchante qu'il avait injustement attaquée. Derek est sorti sur le patio, nouant sa robe de chambre, et a jeté un coup d'œil à l'écran clignotant rapidement de mon téléphone. Il a haussé un sourcil, prenant une gorgée de son propre café. Je suppose qu'il a vérifié ses courriels, a dit Derek, sa voix complètement impassible. J'ai souri d'un vrai sourire sincère et j'ai hoché la tête. Il est en train de perdre complètement la tête, ai-je répondu, la voix ferme. Derek s'est assis à côté de moi et a posé la question la plus importante. Vas-tu lui répondre? J'ai regardé le téléphone alors qu'une autre menace apparaissait sur l'écran. Non, ai-je dit fermement. Je ne joue plus à son jeu, plus jamais. J'ai tapé sur l'écran, j'ai navigué jusqu'au profil de contact de Cameron et j'ai appuyé sur bloquer. Le téléphone est devenu instantanément silencieux. Le calme profond qui a suivi a été le son le plus magnifique que j'ai entendu de toute ma vie. Je savais que la tempête était loin d'être terminée. Je savais que le bloqué ne l'empêcherait pas de se venger. Et je savais que mes parents allaient déchaîner l'enfer sur moi une fois qu'ils l'auraient découvert. Mais assise là au soleil du matin avec mon mari à mes côtés, je me sentais complètement prête pour tout ce qui allait suivre. J'avais repris mon pouvoir et je n'allais plus jamais l'abandonner. 3 jours ont passé dans un silence étrange et lourd. J'avais bloqué Cameron, mais le monde ne s'est pas arrêté de tourner juste parce que j'ai arrêté d'écouter. Je suis allé au bureau, je me suis concentré sur mon équipe et j'ai essayé d'ignorer la sensation de vide dans ma poitrine. Puis, un mercredi après-midi, Yann est entré dans mon bureau au mur de verre sans frapper. Il avait l'air pâle, tenant son téléphone en avant comme si c'était une grenade dégoupillée. Il m'a dit que je devais voir quelque chose. Il a envoyé un lien vers mon application de messagerie privée, et quand j'ai cliqué dessus, mon estomac a fait un lent et écœurant retournement. C'était une vidéo TikTok. Il y avait Cameron assis dans sa chambre sombre et en désordre, ayant l'air délibérément échevelé. Il avait ajusté l'éclairage pour paraître émacié et épuisé. Il a commencé la vidéo avec un long soupir dramatique, regardant directement dans l'objectif avec des larmes au bord des yeux. Il s'est présenté comme un artiste en difficulté qui venait d'être trahi par la personne en qui il avait le plus confiance au monde, sa propre sœur. Il n'a pas seulement raconté une histoire, il a créé un chef-d'œuvre de manipulation. Il a affirmé que j'étais une directrice générale milliardaire devenue froide et sans cœur. Il a dit à ses spectateurs que j'avais promis de financer son premier album comme un moyen de le contrôler, mais qu'ensuite j'avais cruellement arraché l'argent au moment où il avait essayé d'affirmer son indépendance. Il a même montré une image floutée de ma maison à Austin, l'appelant un monument à la cupidité. Il a affirmé que j'avais utilisé mes hommes de main de l'entreprise pour le faire expulser d'un label parce que j'étais jalouse de son authentique esprit créatif. La vidéo devenait déjà virale. Elle comptait plus de 50 000 vues en seulement 4 heures. J'ai fait défiler vers le bas jusqu'aux commentaires et le vitriol était à couper le souffle. Des gens qui ne connaissaient pas mon nom me traitaient de parasite d'entreprise et de sorcière sans cœur. Certaines personnes essayaient même de trouver le nom de mon entreprise pour laisser des avis d'une étoile. Ils se ralliaient derrière lui, l'appelant une âme courageuse et un véritable artiste tenant tête aux grandes entreprises technologiques. J'ai posé le téléphone sur mon bureau, mes mains remarquablement stables. Yann m'a demandé si je voulais publier une déclaration ou demander à notre équipe juridique d'envoyer une mise en demeure.
J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon d'Austin et j'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Si je réponds, je lui donne simplement l'oxygène dont il a besoin pour entretenir le feu. Il veut se battre. Il veut que je rampe dans la boue avec lui pour qu'il puisse se sentir important. Je ne vais pas lui donner cette satisfaction. Mais au moment même où je prononçais ces mots, j'en ressentais le poids. Ce n'était pas seulement les étrangers sur Internet. C'était le fait que mon propre frère était prêt à réduire ma réputation en cendres juste pour mettre la main sur 12 000 $. Il ne faisait plus simplement une crise de colère. Il essayait activement de détruire la carrière que j'avais passé 8 ans à construire. Il transformait Internet en arme contre son propre sang. J'ai dit à Claire, mon assistante, de surveiller les flux de médias sociaux de l'entreprise et de supprimer tous les commentaires qui étaient ouvertement menaçants ou qui divulguaient des informations personnelles. À part cela, nous allions rester complètement silencieux. Je suis retourné à mon code, essayant de me perdre dans la logique des algorithmes et des structures de données. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait avec une alerte d'actualité ou une notification, je ressentais une forte montée d'adrénaline. Le monde numérique me hurlait dessus, mais j'étais déterminé à rester dans le silence. J'en avais fini d'être le personnage principal de son drame. Le silence sur les réseaux sociaux ne signifiait pas que le problème avait disparu. Cela signifiait simplement que Cameron devait trouver un nouveau moyen d'attirer mon attention. Le vendredi matin, la situation a dégénéré d'un harcèlement numérique à une menace physique. J'étais au milieu d'une réunion à enjeux élevés avec 3 de nos développeurs principaux pour discuter d'un correctif de sécurité critique lorsque la voix de Claire a retenti dans l'interphone. Elle semblait terrifiée, sa voix tremblante lorsqu'elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un dans le hall qui refusait de partir. Avant même que je ne puisse me lever, les lourdes doubles portes de notre salle de conférence se sont ouvertes avec fracas. Cameron est entré à grands pas, ressemblant à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Ses yeux étaient injectés de sang et écarquillés, ses mouvements frénétiques. Mes développeurs se sont levés précipitamment, l'air confus et alarmé. Je suis resté sur ma chaise, mon cœur battant contre mes côtes, mais mon visage est resté un masque de froide indifférence. Tu penses que tu peux simplement m'ignorer, a crié Cameron, claquant ses paumes sur la table en acajou poli. Tu penses que tu peux bloquer mon numéro et que tout disparaît? Il transpirait, son haleine sentant le café rassis et le désespoir. Il a regardé autour de la pièce mes employés, sa lèvre se retroussant de dégoût. Regardez-vous tous, assis dans vos chaises de luxe à travailler pour une voleuse. Elle m'a volé 12 000 $. C'est une menteuse et une fraudeuse. J'ai regardé mes développeurs et je leur ai dit de retourner à leur bureau et d'appeler la sécurité immédiatement. Ils n'ont pas eu besoin qu'on le leur dise 2 fois. Alors qu'ils sortaient de la pièce, Cameron a essayé de bloquer leur chemin, mais ils sont passés en force. Une fois les portes fermées, nous n'étions plus que tous les deux. Je me suis levé lentement, gardant la table entre nous comme une barrière. Tu es en violation de propriété, Cameron, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Si tu ne passes pas ces portes tout de suite, tu vas quitter ce bâtiment menotté. Il a laissé échapper un rire saccadé et hystérique. Vas-y, appelle la police. Je veux qu'ils voient quel genre de monstre tu es. J'ai un contrat, Fiona. Tu m'as promis cet argent. Tu as signé un accord. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai rien signé, ai-je répondu. Je t'ai offert un cadeau et tu l'as brûlé devant 50 personnes. Tu as détruit ma propriété et tu m'as humilié. Tu as prouvé que tu n'es pas un professionnel et tu n'es certainement pas un partenaire. Cet argent est de retour sur mon compte et c'est exactement là qu'il va rester. Il s'est précipité vers moi, son visage devenant d'un violet marbré foncé. Je vais te ruiner. Je vais dire à tout le monde ce que tu es vraiment. Je vais faire couler cette entreprise. Juste au moment où il atteignait le bord de la table, les portes se sont rouvertes. 2 grands agents de sécurité sont entrés dans la pièce, suivis de près par Derek. Derek était dans une réunion à 3 pâtés de maison de là et s'était précipité dès que Claire lui avait envoyé un message. Il n'a pas dit un mot. Il s'est juste tenu près de la porte, les bras croisés, les yeux fixés sur Cameron avec un regard d'une fureur glaciale pure. Les agents de sécurité se sont approchés, attrapant Cameron par le haut des bras. Il a d'abord lutté, criant des obscénités et donnant des coups de pied dans les chaises, mais il faisait 2 fois sa taille. Ils ont commencé à le traîner vers la sortie. En passant devant Derek, il a craché sur le sol,
mais Derek n'a pas bronché. Il s'est contenté de le regarder partir. Une fois le couloir de nouveau calme, je me suis laissé retomber dans ma chaise, mes jambes cédant enfin. Mon bureau, d'ordinaire un lieu de logique et de concentration, se sentait violé. J'ai regardé Derek, et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti la brûlure chaude des larmes dans mes yeux. Il ne va pas s'arrêter, ai-je chuchoté. Derek s'est approché et m'a prise dans ses bras, posant son menton sur le sommet de ma tête. Non, il ne s'arrêtera pas, a dit Derek. Mais nous ne nous arrêterons pas non plus. Nous appelons la police et nous déposons un avertissement formel pour intrusion et une ordonnance restrictive. Cela se termine aujourd'hui, Fiona. J'ai hoché la tête contre sa poitrine, réalisant enfin que la paix que j'essayais d'acheter depuis des années était un mensonge. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix. Vous ne pouvez que construire un mur assez haut pour l'empêcher d'entrer. L'invasion du bureau m'a laissé ébranlé, mais elle a aussi solidifié ma détermination. J'ai passé le reste de l'après-midi de vendredi avec notre avocat d'entreprise à documenter chaque message, chaque vidéo et chaque témoignage du hall. Nous avons rempli les documents pour une ordonnance restrictive temporaire, et la police a officiellement averti Cameron qu'il serait arrêté s'il mettait de nouveau les pieds sur ma propriété ou sur celle de l'entreprise. Je pensais que c'était la fin des drames de la journée. J'avais tort. Vers 17 h, Yann m'a demandé si j'avais une minute pour une conversation privée. Il a suggéré que nous marchions jusqu'à un petit café tranquille à quelques rues de là. Il avait l'air troublé, son attitude joyeuse habituelle remplacée par une expression lourde et sombre. Une fois que nous fûmes assis dans une cabine d'angle avec nos boissons, il s'est penché en avant, sa voix étant à peine un murmure. « Fiona, j'ai des informations que je me demandais si je devais te dire ou non, » a-t-il commencé. Mais après ce qui s'est passé ce matin, je ne peux pas les garder pour moi. Je lui ai dit de simplement le dire. Je pensais que plus rien ne pouvait me surprendre. Ma femme Nathalie travaille à la coopérative de crédit où tes parents ont leurs comptes principaux, a dit Yann. Elle ne parle généralement pas du travail, mais elle traitait d'importants transferts la semaine dernière et a vu quelque chose qui l'a dérangée. Elle savait que ta famille avait des frictions, alors elle me l'a dit. Il a pris une longue gorgée de son café, baissant les yeux vers la table. Fiona, tes parents n'ont pas seulement sorti Cameron d'une dette de carte de crédit. Ils ont contracté une deuxième hypothèque sur leur maison à Austin. C'est pour 20 000 $. L'air a semblé quitter la pièce. Une deuxième hypothèque? À 65 ans, ils avaient passé toute leur vie à payer cette maison. C'était leur seul véritable atout, leur filet de sécurité pour la retraite. Pourquoi ferait-il cela? Yann m'a regardé directement dans les yeux. Parce que Cameron n'avait pas seulement des dettes de carte de crédit. Il devait de l'argent à des gens très peu recommandables. Apparemment, il était impliqué dans des jeux d'argent clandestins à gros enjeux depuis plus d'1 an. Il a dit à tes parents que s'ils ne payaient pas les 20 000 $, ces gens allaient s'en prendre à lui et à eux. Je suis resté assise là dans un silence stupéfait, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. C'était pour cela que mes parents voulaient si désespérément mes 12 000 $. Ils n'essayaient pas de financer sa carrière musicale. Ils essayaient de remplacer l'argent qu'il venait de saigner pour le sauver de sa propre stupidité. Ils avaient paralysé leur propre avenir financier pour le sortir d'un trou de jeu. Et quand cela n'a pas suffi, ils s'attendaient à ce que je paie le reste de la facture. Et le pire, c'est qu'ils ne me l'ont jamais dit. Ils m'ont laissé croire que je l'aidais à poursuivre un rêve. Ils m'ont laissé croire que mon frère n'était qu'un artiste en difficulté. Alors qu'ils savaient secrètement qu'il était un joueur imprudent qui les entraînait vers le bas avec lui, ils m'avaient menti par omission pendant des mois, utilisant mon succès comme plan de secours pour les échecs de Cameron. J'ai senti une vague de fureur froide et cristalline m'envahir. Ce n'était pas seulement Cameron qui était le prédateur. C'étaient mes parents. C'étaient eux qui avaient caché la vérité. C'étaient eux qui avaient privilégié la sécurité de Cameron par rapport à mon bien-être. Même pendant qu'ils détruisaient ma propriété et attaquaient ma réputation, ils me voyaient comme une ressource à exploiter, pas comme une fille à protéger. Ils pensent que je suis la banque, ai-je dit à Yann, ma voix sonnant creux, même à mes propres oreilles. Ils ne voient pas une personne quand ils me regardent. Ils ne voient qu'une pile d'argent qui peut réparer leurs erreurs. Yann a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Ils l'encouragent, Fiona. Ils l'ont toujours fait. Mais contracter cette deuxième hypothèque, c'est un autre niveau de désespoir.
Ils vont revenir vers toi et ils vont utiliser chaque once de culpabilité qu'ils ont. J'ai remercié Yann pour l'information et je suis retourné à mon bureau dans un état de choc. Quand je suis monté dans ma voiture, je n'ai pas démarré le moteur. Je suis juste resté assise là dans le stationnement, fixant le mur de béton. Mes parents avaient parié leur retraite sur un fils qui ne les rembourserait jamais, et ils s'attendaient à ce que ce soit moi qui en paie le prix. J'ai réalisé alors que ma relation avec mes parents n'était pas seulement tendue. Elle était terminée. On ne peut pas avoir de relation avec des gens qui vous considèrent comme une police d'assurance financière, une deuxième hypothèque pour payer des dettes de jeux clandestins, et ils voulaient utiliser son argent durement gagné pour couvrir cela. Toute cette famille n'est qu'un repère de voleurs. Comment pouvez-vous mentir à votre propre fille au sujet de quelque chose d'aussi énorme? Je suis rentré chez moi, le coucher de soleil peignant le ciel du Texas dans des tons de violet meurtri et d'orange. Je savais ce qui m'attendait. L'embuscade était inévitable. Et pour la première fois de ma vie, j'avais hâte d'y être. J'en avais fini d'être la personne responsable. J'étais prête à être celle qui s'en allait. Le dimanche après-midi était généralement mon moment préféré de la semaine. Derek et moi le passions dans la cour arrière à lire et à profiter du calme. Mais ce dimanche, l'air était lourd d'anticipation. À 15h pile, on a sonné à la porte. Je n'ai même pas eu besoin de regarder la caméra de sécurité pour savoir de qui il s'agissait. J'ai regardé Derek, qui était déjà debout, le visage figé dans une ligne sinistre. « Laisse-les entrer », ai-je dit. Finissons avec ça. Gordon et Evelyn sont entrés dans notre salon comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Mon père n'a pas attendu d'invitation pour s'asseoir. Il a marché droit vers le canapé et s'y est laissé tomber, le visage rouge et tendu par la colère. Ma mère l'a suivi, serrant son sac à main de créateur, probablement acheté avec mon argent, contre sa poitrine comme un bouclier. Elle avait l'air d'avoir pleuré, ses yeux étaient gonflés et rouges. « Fiona, nous en avons assez de tout ça », a commencé mon père, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Cette petite querelle avec ton frère est allée trop loin. Tu as bloqué ses appels. Tu l'as menacé de poursuites judiciaires, et tu as embarrassé cette famille. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux, les jambes croisées, mon expression complètement neutre. J'embarrasse la famille, ai-je demandé doucement. Mon frère vient chez moi, détruit ma propriété et me hurle dessus devant 50 personnes, et c'est moi l'embarrassement. C'est ton frère, a crié ma mère, la voix tremblante. Il a des difficultés, Fiona. Il est dans une période sombre, et tu ne fais qu'empirer les choses en étant si froide et égoïste. Tu as tellement, et il n'a rien. Comment peux-tu être si sans cœur? Je l'ai regardé et pour la première fois je n'ai pas ressenti le pincement familier de la culpabilité. Je me sentais juste fatigué. J'ai tellement parce que j'ai travaillé pour cela, maman. J'ai tellement parce que je n'ai pas passé ma vingtaine à parier de l'argent que je n'avais pas et à m'attendre à ce que ma famille me tire d'affaire. La pièce est devenue d'un silence de mort. La mâchoire de mon père s'est décrochée et le visage de ma mère a pâli. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois au courant pour les jeux d'argent. Ils pensaient que leur secret était en sécurité, et ils pensaient pouvoir continuer à utiliser l'histoire de l'artiste en difficulté pour jouer sur ma corde sensible. Comment? Comment as-tu su pour cela, a balbutié mon père, sa bravade s'évaporant instantanément. Peu importe comment je le sais, ai-je dit en me penchant en avant. Ce qui compte, c'est que vous m'avez menti. Vous m'avez demandé 12 000 $ pour un studio, sachant très bien que cet argent allait servir à payer des preneurs au livre et des voyous. Vous étiez prêt à me laisser financer son addiction pendant que vous contractiez une deuxième hypothèque sur votre propre maison. Tu as 65 ans, papa. Tu n'as pas à t'endetter de la sorte. Tu ne comprends pas, a supplié ma mère en tendant la main vers moi. Il était en danger. Il le menaçait. Nous devions faire quelque chose. Et votre quelque chose a été de me saigner à blanc aussi, ai-je demandé. Votre quelque chose a été de le laisser m'attaquer à ma propre fête parce que vous aviez peur de le contrarier? Vous avez privilégié sa sécurité par rapport à ma dignité. Vous avez privilégié ses mensonges par rapport à ma vérité. Gordon s'est levé, son visage prenant cette nuance familière de violet marbré. Nous sommes tes parents. Nous ne devrions pas avoir à nous justifier auprès de toi. Tu nous dois tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant. Tu dois nous donner ces 12 000 $ tout de suite pour que nous puissions gérer cela en famille.
Je l'ai regardé et j'ai réalisé que je n'avais plus peur de lui. Je ne lui devais rien. J'avais payé ma dette 100 fois avec les 18 000 $ que j'avais déjà donnés à Cameron. J'en avais fini d'être la réparatrice désignée de leur vie brisée. Je ne vous donnerai pas un seul centime, ai-je dit, ma voix froide comme la glace. Et si jamais vous l'amenez de nouveau chez moi ou à mon bureau, je vous ferai arrêter tous les trois. Mon père avait l'air d'être sur le point de faire une attaque. Il a fait un pas vers moi, son doigt tremblant alors qu'il le pointait vers mon visage. Tu es une petite peste froide et ingrate, a-t-il rugi. Nous t'avons mieux élevé que cela. Tu vas laisser ton propre frère aller en prison, ou pire, parce que tu es trop avide pour partager tes jouets. Derek s'est avancé alors, se déplaçant avec une grâce silencieuse et mortelle. Il s'est placé fermement entre moi et mon père. C'est assez, Gordon, a dit Derek, sa voix étant un grognement sourd. Vous en avez assez dit. Vous êtes chez nous, et vous manquez de respect à ma femme. Vous allez partir maintenant. Ma mère a commencé à gémir. Un son théâtral et aigu que j'avais entendu 1000 fois auparavant. Fiona, s'il te plaît, pense à ce que cela va nous faire. Nous ne pouvons pas payer cette hypothèque seuls. Nous comptions sur toi. Et c'est là qu'était l'ultime et hideuse vérité. Ils ne comptaient pas sur mon amour. Ils comptaient sur mon argent. Ils avaient traité mon succès comme une ressource commune, un puissant fond dans lequel ils pouvaient puiser chaque fois qu'ils faisaient une erreur. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte d'entrée, l'ouvrant en grand. J'ai fini d'être votre police d'assurance, leur ai-je dit. J'ai fini d'être la fille qui est ignorée jusqu'à ce qu'il y ait une facture à payer. Vous avez choisi Cameron. Vous avez choisi de l'encourager. Vous avez choisi de mentir pour lui. Et vous avez choisi de ruiner votre propre retraite pour lui. C'était vos choix, pas les miens. Mais nous sommes une famille, a sangloté ma mère, serrant son sac à main. La famille reste soudée. La famille ne s'extorque pas, ai-je répondu. La famille ne se ment pas sur des dettes de jeu. Et la famille ne reste certainement pas là à regarder un enfant en détruire un autre. Vous pouvez rester soudés avec Cameron. J'espère que les 20 000 $ en valaient la peine parce que c'est la toute dernière aide que vous obtiendrez de moi. Mon père a essayé de passer devant Derek pour placer un dernier mot, mais Derek n'a pas bougé. Il a regardé mon père dans les yeux avec un regard d'un mépris si absolu que Gordon a fini par reculer. Il a attrapé ma mère par le bras et est sorti de la maison à grands pas, marmonnant que je le regretterais. Tant mieux pour toi, Fiona. Mets-les à la porte et ne regarde jamais en arrière. Ils ne sont pas venus pour s'excuser. Ils sont juste venus pour récupérer un chèque. C'est tellement calculateur et malveillant d'utiliser la loyauté familiale pour financer une addiction. Je les ai regardés descendre l'allée, leurs ombres longues et tordues sous le soleil de l'après-midi. J'ai attendu qu'ils soient dans leur voiture et hors de vue avant de fermer enfin la porte et de la verrouiller. J'ai appuyé mon dos contre le bois, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé échapper une respiration que j'avais l'impression de retenir depuis 10 ans. C'est fini, ai-je chuchoté. Derek s'est approché et a posé ses mains sur mes épaules. Ça l'est vraiment, a-t-il dit. J'ai ressenti un étrange sentiment de deuil, mais ce n'était pas pour les parents qui venaient de partir. C'était pour la fille que j'étais autrefois. Celle qui cumulait 3 emplois et pleurait sur un ordinateur portable cassé, espérant que si elle travaillait assez dur, ses parents la verraient enfin. J'ai réalisé que cette fille avait disparu. Elle n'avait plus besoin de leur validation. Elle avait construit son propre monde, et c'était un monde où elle était enfin en sécurité. Je me suis promené dans ma maison, regardant les pièces que j'avais conçues, la vie que j'avais construite. J'ai ressenti un profond sentiment de propriété, non seulement sur la maison, mais sur mon propre temps, mon propre argent et ma propre paix. J'avais expulsé les fantômes de mon enfance. La maison me semblait plus grande, plus lumineuse et entièrement à moi. La vie a une drôle de façon d'équilibrer les choses quand on arrête enfin de tricher avec la balance. Au cours des 6 mois suivants, le cirque que mon frère avait essayé de créer s'est lentement essoufflé. Sans mes 12 000 $ pour servir de tampon, la réalité de sa situation s'est abattue sur lui avec une force brutale. J'ai appris par quelques connaissances communes de la scène musicale d'Austin que les mauvaises personnes à qui Cameron devait de l'argent ne s'intéressaient pas à son tempérament artistique ou à ses vidéos TikTok. Quand il n'a pas pu payer le reste de sa dette de jeu, ils n'ont pas attendu qu'il se trouve lui-même. Ils ont pris sa voiture, ses amplificateurs coûteux et ses guitares de collection.
Les objets même que je l'avais aidé à acheter ont été emportés à l'arrière d'un camion pendant qu'il se tenait sur le trottoir et regardait. Le label indépendant ne l'a pas seulement laissé tomber. Ils l'ont mis sur liste noire. Dans une ville comme Austin, les nouvelles vont vite. Personne ne voulait travailler avec un musicien qui amenait au studio une ordonnance restrictive légale et un drame familial toxique. Son rêve d'être une star du rock ne s'est pas terminé dans un éclat de gloire. Il s'est terminé par une série de courriels sans réponse et des bars vides. Le plus satisfaisant et pourtant le plus triste a été d'entendre parler de son nouveau travail. Apparemment, le garçon en or, qui était trop bien pour un travail de bureau, faisait maintenant le service de nuit dans un immense entrepôt régional, transportant des boîtes lourdes pour $15 de l'heure. Il n'y avait plus de cabane pour inviter de marque à Vegas. Il n'y avait que la réalité douloureuse du travail physique et la réalisation que le monde ne vous doit pas votre subsistance. Mes parents ne s'en sont pas beaucoup mieux sortis. Sans mon soutien financier pour combler le vide, ils ont eu du mal à payer leur deuxième hypothèque. Ils ont dû vendre leur grande maison dans la banlieue d'Austin et déménager dans une maison de ville beaucoup plus petite et exiguë à 2 heures de là, où le coût de la vie était plus bas. Ils m'ont contacté à quelques reprises, par de courts courriels désespérés demandant un prêt pour aider aux frais de déménagement, mais je n'ai jamais répondu. J'avais enfin appris que les aider signifiait seulement financer leur prochaine erreur. Je n'ai pas ressenti de triomphe quand j'ai entendu ces choses. Je n'ai pas célébré leur chute. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment de finalité calme et sombre. C'était comme regarder une catastrophe naturelle de très loin. Vous êtes désolé que ce soit arrivé, mais vous êtes content de ne pas vous trouver sur son passage. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être le barrage qui retenait leur chaos. Et tout ce que j'avais obtenu pour mes efforts, c'était de l'épuisement. Maintenant que je m'étais écarté, le chaos avait simplement suivi son cours naturel. J'ai réalisé que l'échec de mon frère n'était pas de ma faute, tout comme mon succès n'était pas sa propriété. Nous étions tous des adultes maintenant, et nous vivions tous avec les conséquences des choix que nous avions faits. Il a choisi de jouer. J'ai choisi de travailler. Mes parents ont choisi de l'encourager. J'ai choisi de fixer des limites. La balance était enfin équilibrée. Et pour la première fois en 32 ans, je n'avais pas l'impression d'être celle qui devait payer la différence. Aujourd'hui, l'air dans notre nouvelle maison est différent. Derek et moi avons déménagé dans un endroit plus petit et plus calme, niché près d'une réserve naturelle. Nous n'avons pas donné l'adresse à mes parents et nous avons changé nos numéros de téléphone une dernière fois. Ce n'était pas par rancune. C'était par besoin d'une paix pure et inaltérée. Ma jeune entreprise est florissante. Nous venons de conclure un partenariat majeur avec une entreprise technologique nationale et pour la première fois, je peux profiter du succès sans ressentir une pointe de culpabilité. Je regarde mon compte bancaire et je ne vois pas le loyer de Cameron ou le fonds d'urgence de maman. Je vois mon avenir. Je vois la sécurité que j'ai travaillé si dur pour construire. Derek et moi sommes assis sur notre porche arrière en ce moment. Le soleil se couche derrière les cèdres. Il y a une valise posée près de la porte. Demain matin, nous faisons enfin ce voyage à Maui. Pas d'ordinateur portable, pas de présentation pour les investisseurs, et surtout pas de drame familial. Juste nous deux, l'océan, et 2 semaines de silence absolu. Je regarde l'espace vide sur l'étagère de mon nouveau bureau où se trouvait mon trophée en cristal. Je ne l'ai pas encore remplacé. Peut-être que je ne le ferai pas. Je n'ai pas besoin d'un morceau de verre gravé pour me dire que je suis une visionnaire ou une réussite. Le vrai trophée, c'est le calme dans cette maison. Le vrai succès, c'est le fait que je peux me réveiller le matin et savoir que mon temps et mon énergie m'appartiennent. J'ai appris que la famille n'est pas une dette que l'on doit payer jusqu'à sa mort. C'est une relation qui exige le respect mutuel et l'honnêteté. Et si ces choses ne sont pas là, vous n'êtes pas une mauvaise personne pour vous éloigner. Vous êtes juste une personne qui a enfin décidé de se choisir elle-même. Je suis âgé de 32 ans et ma vie commence enfin. Je suis libéré. Je suis en paix et pour la première fois, je suis exactement là où je suis censé être. Si vous avez apprécié ce désastre de drame familial, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton j'aime, laissez un commentaire sur ce que vous auriez fait et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires folles. On se retrouve dans la prochaine.